Nous allons poursuivre donc le colloque Vieillir et être vieux par la seconde et dernière journée. J'ai le plaisir d'accueillir le maître des lieux, l'administrateur du Collège de France, le professeur Alain Prochian, qui tient la chaire de processus morphogénétique, qui va nous ramener à la réalité, puisque hier nous avions vu que 120 ans était le minimum. Moïse, une mort prématurée. Et donc là, je crains que, vu le titre, nous soyons ramenés à la réalité. Oui, on s'y fait, pas à être vieux, mais à vieillir en tout cas. Donc, je vais vous raconter des petites choses, je crois. Beaucoup sera incompréhensible, mais il y aura des bribes. L'essentiel, c'est de comprendre la musique, en fait. Donc, la première chose que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que toutes les structures dans un être vivant sont instables. C'est-à-dire que depuis l'ADN jusqu'à l'être vivant lui-même, bon, mais ça, je parle d'avant la bascule dans le néant. Hein. Donc, par exemple, si vous pensez, vous cassez votre ADN. Voilà. Si vous dormez, vous cassez aussi votre ADN parce que vous rêvez. Donc chaque fois que vous avez une activité intellectuelle ou physique, l'ADN est cassé, et en particulier dans le cerveau. Alors évidemment, vous le réparez. Voyez, par exemple, ici, vous prenez une souris, vous la mettez dans ce qu'on appelle un corridor, il faut que ça s'oriente, qu'elle marche, etc. Et paf, hein, elle casse son ADN. Et puis, après, elle le répare. Vous la remettez dans sa cage, et elle répare son ADN. Si elle a des gènes qui sont mutés dans la maladie d'Alzheimer, elle ne répare pas l'ADN. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en permanence, vous cassez, vous réparez, vous cassez, vous réparez. Mais vous ne réparez pas bien. Voilà. Donc vous faites des erreurs. Et au bout d'un certain temps, ces erreurs, ça se marque par un collagène un peu fatigué et des neurones eux-mêmes fatigués, mais ça, vous ne pouvez pas le voir. Donc, vous pouvez toujours vous illusionner sur le fait que le cerveau est dans la même forme que quand vous aviez 20 ans, en gros. Vous cassez vos membranes en permanence. Vous courez, vous cassez les membranes. Vous marchez, vous cassez les membranes de vos muscles. Et puis, vous les réparez, mais pas toujours très bien. Voilà. Et donc, à chaque fois, chaque réparation introduit une petite erreur quelque part. Et puis, vous changez aussi votre corps une fois par an, en gros. Là, ici, par exemple, vous avez une hydre, mais ce n'est pas vrai que pour les hydres. Vous prenez certaines cellules souches que vous marquez avec un marqueur fluorescent vert. Vous voyez qu'au bout d'un certain temps, toutes les cellules sont vertes. C'est-à-dire que vous avez changé toutes vos cellules. Un humain de 80 kg change 80 kg de cellules par an. Ça fait quand même presque tout. Hein. Je ne parle même pas du changement des molécules qui arrivent par la nutrition. Donc, il faut penser les êtres vivants comme ces organismes en perpétuel renouvellement. Vous me direz, oui, mais l'intestin, par exemple, le gros intestin, tous les 5 jours, hein, vous refaites un gros intestin, c'est quand même pas mal. En gros, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même personne. Voilà, donc ça c'est un truc... alors vous me direz, oui, mais le cerveau, le cerveau, lui aussi, il fait de la neurogénèse. C'est-à-dire que vous avez de nouveaux neurones chez l'adulte. Hein. Alors évidemment, ça dépend des espèces. Hein. Vous voyez ici, les poissons, ils régénèrent pratiquement tout ce qui est un petit peu blanc. Là, c'est des cellules neuronales en division. Alors là, c'est un poisson, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein, et ces neurones vont aller migrer et remplacer en fait tous les neurones du cerveau dans ce qu'on appelle le pallium, et aussi dans le subpallium. Je ne refais pas un cours d'anatomie. Hein. Ça, c'est les lézards. Là, vous voyez aussi, tout ce qui est rouge, là, sont des nouveaux neurones. Les canaris, voilà. Et puis les mammifères ont 2 zones où ils font des nouveaux neurones. Une zone qu'on appelle l'hippocampe, qui est ici. C'est une zone très importante parce que les neurones de l'hippocampe sont impliqués dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire en fait dans la mémoire que vous utilisez quand vous apprenez, en gros. Et puis ce qui a été appris ici peut passer dans le néocortex, et alors là c'est d'une certaine façon stabilisé.
Et puis vous avez une autre zone qui est de neurogénèse qui est très importante, qu'on appelle la zone subventriculaire, qui envoie des neurones vers le bulbe olfactif, des interneurones, et chez Sapiens, envoie des neurones dans le striatum, qui est une structure sous-corticale assez importante. Le reste est relativement stable. Je veux dire par relativement stable, c'est-à-dire que vous ne changez pas les neurones, vous en perdez, mais vous changez les terminaisons, vous changez les synapses, vous changez toutes sortes de choses importantes pour la cognition. Donc, soyez convaincus que tous ces individus sont en fait des organismes extrêmement instables. Et c'est très important ces changements. Là, par exemple, ce que vous pouvez voir, c'est dans l'hippocampe, si vous courez, vous faites plus de neurogénèse. Je ne dis pas qu'il faut faire du sport pour autant, mais il paraît que c'est bon pour la neurogénèse. Et si vous bloquez la neurogénèse, vous induisez des dépressions. C'est-à-dire qu'en fait, savoir évidemment que les états mentaux, les états... cette neurogénèse est un événement relativement important dans la construction du système et dans le maintien du système dans un état physiologique correct. Alors il y a une autre façon de se casser le génome, c'est ce qu'on appelle les rétrotransposons, les transpositions, même pas forcément rétro, les transposons. Donc ce sont des éléments mobiles. Éléments mobiles, ça veut dire que vous avez un morceau d'ADN qui sort et qui va se réinsérer ailleurs. Ou qui sort, qui fait de l'ARN, qui refait de l'ADN, qui va se réinsérer ailleurs, si c'est un rétrotransposon. Et 45% de notre génome est composé de rétrotransposons ou de transposons. C'est-à-dire que dans votre ADN, vous avez environ la moitié qui est en fait des éléments mobiles, ou des éléments qui ont été mobiles, parce que la plupart des éléments mobiles sont maintenant fossilisés, mais il en reste quelques-uns qui bougent, une centaine environ chez Sapiens, 3000 chez la souris, et quand ils bougent, voilà, ils sont transcrits, ils sont rétrotranscrits, et paf, ils se réinsèrent dans le génome et ils font une coupure, où ils introduisent une séquence qui modifie la régulation, qui modifie l'activité du génome. Et donc, ce n'est pas très bon d'avoir trop de transposons, d'accord, actifs en tout cas. Mais il y en a quand même, parce qu'ils ont une fonction physiologique. Il y a juste, ils codent pour 2 protéines, juste retenez les noms de Orphin P, Orphin et Orf2P. Tout à l'heure, je vous montrerai quelque chose qui a à voir avec eux. Et pendant la neurogénèse, vous avez, dans ces cellules qui prolifèrent dans le système nerveux, énormément de rétrotranspositions. C'est-à-dire que si vous prenez 2 jumeaux de bonne taille, comme une recette de cuisine, et que vous les laissez faire de la neurogénèse, ils vont en faire, de toute façon, on n'a pas le choix, vous aurez une activité de rétrotransposition qui fait qu'au bout d'un certain nombre de tours, eh bien, les cellules seront différentes entre les 2 jumeaux. Ce ne sont pas 2 vrais jumeaux. Ils l'étaient peut-être à la naissance, mais ils ne le seront plus au bout d'un certain temps, même sur le plan génétique dans le cerveau. Peut-être dans certaines régions du cerveau. Sur le plan épigénétique, comme on va le voir, certainement pas. Mais sur le plan, même sur le plan génétique, dans certaines structures cérébrales, ils n'auront plus les mêmes génomes. D'où, comme disait Alice, voilà, j'ai changé plusieurs fois depuis. Je sais bien qui j'étais ce matin, et c'est un sentiment que vous pouvez éprouver, j'imagine, parfois. Voilà. Vous me direz, est-ce que, c'est bien gentil tout ça, brochure, mais est-ce que je peux rajeunir? Ça, c'est quand même une question intéressante pour savoir vieillir et être vieux, c'est bien gentil, mais rajeunir, ce sera encore mieux. Oui, c'est même assez facile. Vous pouvez aujourd'hui prendre une cellule différenciée, c'est-à-dire que voilà ici un œuf qui est totipotent, et puis vous avez des voies de différenciation. C'est Waddington qui a dessiné ce qu'on appelle un paysage épigénétique. Donc vous avez ces vallées, et hop, vous descendez. Ici, vous êtes un fibroblast, ici, vous êtes un neurone, ici, vous êtes un muscle, etc. C'est musculaire. Et donc, rajeunir, ça veut dire prendre un fibroblast et remonter. Mais ça, c'est facile. Ça s'appelle les cellules souches induites. On fait ça quasiment tous les jours. Il suffit d'exprimer pratiquement seulement 4 gènes dans une cellule, et vous la faites revenir à l'état jeune, même l'état œuf. Et ensuite, vous pouvez redescendre. Prenez l'œuf, vous l'implantez dans une femelle porteuse, et puis voilà, quoi. Vous me direz, mais sera-ce moi? Bah oui et non. Mais alors,
qu'est-ce qu'être soi? C'est là l'autre question, c'est qu'est-ce qu'être soi? Parce que vous-même, d'une certaine façon, vous n'êtes pas vous-même. C'est-à-dire que, supposez qu'il y a 30 ans, vous ayez rencontré une autre personne, fait un autre métier, eu d'autres aventures. Aujourd'hui, vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas vous. Parce que toute cette histoire, évidemment, s'inscrit dans une structure qui est une structure épigénétique. Donc, c'est effectivement assez vertigineux, et c'est une question qu'on ne devrait pas se poser trop souvent. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion. Donc, si vous voulez faire la manip, elle peut être faite. On peut faire autant de jumeaux que vous voulez. Mais ces jumeaux ne seront pas vous, voilà. Parce qu'en fait, la construction d'un sapiens ou d'un mammifère ou de n'importe quel animal est une construction qui contient de l'histoire. C'est l'histoire qui construit les individus. C'est une individuation permanente. Et demain, vous serez évidemment quelqu'un de différent. Évidemment, il y a une surdétermination par ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités qui sont fermées. Mais devant soi, il y a toujours un nombre infini de possibilités pour l'individuation. C'est pas pour moi. Alors, ça va m'amener à vous raconter un petit peu comment on construit un cerveau. C'est-à-dire comment est-ce que cette individuation, c'est évidemment une adaptation au milieu. Vous savez que chez les bactéries, par exemple, qui se reproduisent toutes les 20 minutes, ça fait du monde. Si je change de milieu, je vais avoir des mutants dans mes bactéries, une variabilité génétique, et c'est ceux qui sont les mieux adaptés qui vont survivre. Dans une espèce où on se met à 2 pour en faire 2,2 et ça prend une quarantaine d'années, c'est un mode de sélection qui n'est pas très efficace. Donc l'essentiel de l'adaptation des sapiens, mais aussi des mammifères de façon générale, des vertébrés, se fait par individuation. Et cette individuation, elle consiste en une modification du cortex, essentiellement, du cerveau. Donc, c'est très simple. Le corps, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, est représenté au niveau cérébral, ça c'est ce qu'on appelle un homunculus, et la taille des organes dans le cerveau est proportionnelle à un degré d'innervation sensorielle ou motrice que vous avez dans une paume, par exemple. Donc c'est pour ça que ces homunculi ont de très grandes mains, de très grandes lèvres et des tout petits pieds, sauf pour ceux qui commencent la danse de très bonne heure. Et pour cette construction dans le cerveau, vous avez des périodes. C'est-à-dire que, par exemple, les systèmes sensoriels, la plasticité est très précoce. Pour les systèmes moteurs, elle est un peu plus tardive. Pour les systèmes cognitifs, elle est encore plus tardive. Ces périodes s'appellent des périodes critiques. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez apprendre à jouer de la musique, vous pourrez apprendre même quand vous êtes vieux, mais bon, vous ne serez jamais un artiste très convaincant. Donc il y a une période pendant laquelle on peut apprendre, c'est comme pour les langues, où après on peut aussi apprendre, mais c'est quand même moins performant. Donc ces périodes correspondent à des périodes où le cerveau est très très plastique, mais elles sont des périodes relativement courtes. Et chez Sapiens, ces périodes sont postnatales pour l'essentiel. Et ça, c'est très important parce que, vous voyez, par exemple, si vous êtes un chimpanzé, ça c'est un Pantroglodytes, eh bien, à la naissance, votre cerveau a déjà 50% de la taille du cerveau adulte. Si vous êtes un sapiens, à la naissance, votre cerveau a 10% de la taille du cerveau adulte. En fait, le cerveau est terminé chez les humains vers l'âge de 30 ans. Ah oui, non, ça prend du temps. La myélinisation est terminée vers l'âge de 30 ans. Donc, c'est une très, très longue maturation, très lente maturation. Et la conséquence de ça, c'est que cette maturation se fait essentiellement dans le milieu extra-utérin, dans le monde, quoi. Et donc, votre cerveau est façonné par les interactions que vous avez avec le monde au cours de ces périodes de plasticité. Donc, c'est pour ça que les individus humains sont des individus extrêmes, parce qu'ils sont des individus sociaux extrêmes, et de plus en plus tels
avec les réseaux Internet, Google, etc. C'est-à-dire que la masse d'informations qui peut arriver dans un cerveau humain aujourd'hui est extraordinairement riche. Et donc, tout ça se construit là-dedans. Et selon que vous serez exposé à tel ou tel milieu, votre cerveau sera plus ou moins sera toujours adapté, mais adapté au milieu qui construit le cerveau. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on peut dire que le milieu sécrète le cerveau aussi bien que le cerveau sécrète son propre milieu, comme vous devez vous en rendre compte par expérience. Donc, comment est-ce que ça s'inscrit dans cette matière, hein? Alors, il y a ça, c'est un cortex. Hein, voilà. Les cortex, chez les humains, c'est à 6 couches. En fait, chez les mammifères, c'est à 6 couches, sauf le cortex olfactif qui n'a que 3 couches. Et vous voyez que bon, le cerveau humain est beaucoup plus gros qu'un cerveau de primate. Hein. Un cerveau humain, c'est 1400 cm3, un cerveau de primate de même poids. On a le même poids qu'un chimpanzé, poids sec. Hein. Vous éliminez le gras et vous pesez tous environ 40 kg. Hein. Donc ça vous dit le poids de graisse. C'est la différence entre notre poids et 40 kg. Voilà, en gros. 40 kg, c'est le poids d'un chimpanzé. C'est très sec, un chimpanzé. Ils sont pas très gras. Et ils ont un cerveau de 400 cm3, en gros. Et nous, on a un cerveau de 1200 à 1500 cm3. C'est-à-dire qu'on a 4 fois trop de cerveau, en gros, 3 fois trop de cerveau par rapport au poids du corps. Et ça, c'est lié, en fait, on devrait dire en surface. On a un cerveau de 2 mètres carrés, un cortex de 2 mètres carrés, 3 mm d'épaisseur, 2 mètres carrés. Donc, il est 6 couches. Et là, il y a des couches qui sont très importantes parce que c'est là où se mettent tous les neurones inhibiteurs. L'inhibition est très importante chez les animaux. C'est-à-dire que vous avez les neurones excitateurs, mais les neurones inhibiteurs sont très importants. Et je vais vous donner un exemple de l'importance de ces neurones inhibiteurs dans la façon dont l'expérience s'inscrit dans la structure cérébrale. C'est un travail que j'ai fait avec Takao Hanch. Là, il était très jeune. C'est quand je l'ai rencontré au Japon. Et qui a à voir avec les périodes critiques. Donc ça, c'est ces interneurones dont je vous parlais, qui sont des neurones inhibiteurs, qui inhibent toutes les sorties. Quand vous voyez, il y a un type très grand qui arrive et qui fonce sur vous, et au lieu de lui rentrer dedans parce que vous êtes perdant, tout d'un coup, vous êtes comme ça, et vous partez. Et cette inhibition est très importante dans la survie des animaux. C'est-à-dire que le côté inhibiteur est très fort. Et donc, ces neurones inhibiteurs, au moment où ils commencent à mûrir, le système devient plastique. Et c'est cette période qui est une période de plasticité. Et quand ils sont mûrs, vraiment matures, la plasticité est terminée, ou presque. Il ne faut pas être trop pessimiste. Alors, il y a une période qui est très très classique, c'est celle de l'acquisition de la vision binoculaire. Si vous avez un môme qui a une cataracte à un œil et que vous ne l'opérez pas avant l'âge de 7 ans, il aura un œil paresseux, lazy eye, disent les Anglais. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de plasticité de ce côté-là, et donc il n'aura pas de vision binoculaire, il sera amblyope. Il y a 3% des humains qui sont amblyopes. Chez la souris, cette période de plasticité, c'est entre 20 et 40 jours après la naissance. Ce qui est assez tard. Une souris, elle est mature sexuellement vers 50 jours, en gros. Vous voyez, donc, et ça correspond à l'arrivée dans des cellules, justement ces petites cellules-là, qui sont les cellules négatives, inhibitrices, d'une protéine qui vient d'une structure qu'on appelle le plexus choroïde, qui est une espèce de truc qui baigne dans les ventricules. Donc, la protéine arrive, hop, premier seuil, j'ouvre la plasticité, et pendant cette période, vous pouvez apprendre. C'est-à-dire que le cerveau est capable de se modifier en fonction de l'environnement. Et puis, deuxième quantité de protéines, deuxième seuil, paf, c'est terminé. Je ne peux plus apprendre. Si maintenant je ferme l'œil de ma souris, elle ne sera plus amblyope. Ça vaut mieux, parce que toutes les nuits, vous deviendriez aveugle. Donc ça, c'est fondamental. La souris ouvre les yeux environ ici, et puis là, elle apprend la vision binoculaire. C'est-à-dire que si là, je lui ferme un œil,
elle devient aveugle de cet œil, c'est l'équivalent de la cataracte. Mais si je lui ferme un œil ici, c'est terminé. Alors c'est un avantage, c'est qu'on consolide les choses dans le cortex, c'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité dans ce système. Mais il y a un désavantage, c'est que s'il y a un pépin, c'est fichu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer. Il y a des animaux qui réparent. Les poissons, vous leur coupez un bout de cerveau, ça repousse. Le poulet, vous coupez un bout de cerveau, ça repousse. Mais en fait, le poulet ne sait pas qui il est, et le poisson non plus, et la salamandre encore moins. Alors, bah oui, c'est peut-être eux qui sont heureux. Ça, c'est un autre problème. Mais pour nous, c'est trop tard. Voilà, on est rentré dans la clairière. Je ne suis pas sûr qu'on puisse retourner dans la brousse. Mais alors la question c'est, est-ce que je peux réouvrir la plasticité chez l'adulte? C'est-à-dire, est-ce que par hasard je peux rajeunir uniquement dans le cerveau? La réponse est oui. C'est-à-dire que si maintenant je diminue l'arrivée permanente de cette protéine, parce que la plasticité, si vous voulez, c'est l'état de base. Je suis plastique. Et donc il faut qu'en permanence, je bloque cette plasticité. Sinon c'est l'Alzheimer. Je ne sais pas où j'ai laissé mes clés hier, je ne sais pas qui est mon significant other, pour être politiquement correct, etc. Donc, mais par moment, j'aurais besoin de rouvrir. Donc, eh bien oui, si je supprime ce frein qui arrive d'ici et qui permet de maintenir un état non plastique, si je reviens dans cette zone, je peux rouvrir la plasticité. Et ça, c'est relativement simple. Si vous... C'est les généticiens, on est généticien, on n'est plus rien. Bon. Si vous retirez la protéine dans le plexus choroïde, chez un adulte, en recombinant spécifiquement le gène dans la plexus choroïde, eh bien, et que vous mesurez l'acuité visuelle d'une souris, vous voyez que cette souris qui était amblyope, acuité visuelle absolument négligeable, récupère son acuité visuelle. C'est-à-dire qu'on fabrique une souris amblyope en lui fermant un œil entre le 20e et le 40e jour de la vie. Elle ne voit rien de cet œil, même si l'œil est ouvert. C'est-à-dire la caméra est là, mais elle n'est pas branchée. Vous retirez la protéine, les neurones dans le cortex commencent à rebouger, refont les synapses nécessaires, et hop, je récupère une plasticité, et je récupère ma vision binoculaire. Donc on peut guérir l'amblyopie chez la souris. Moi, j'avais une amie amblyope, elle m'a dit, ça va, touche pas à mon cerveau. Voilà, donc j'ai pas insisté. On peut aussi bloquer avec des... on a fait des souris qui sécrètent des anticorps contre OTX2, cette protéine, et on l'a fait exprimer au niveau du plexus choroïde, et c'est pareil, si vous bloquez à la sortie, vous réinduisez les gènes de plasticité, et vous réinduisez la plasticité chez votre souris. Alors ça, vous me direz, la vision binoculaire, comme mon ami en question, au fond, je m'en fiche, je me suis habitué à voir que d'un œil, et tout va bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce processus, il n'est pas réservé à la vision. C'est réservé à tout le cortex. L'audition, les cortex cognitifs, tout pareil. Et en fait, on a démontré, avec mon ami Takao, que c'est vrai aussi pour le cortex préfrontal. C'est-à-dire que vous prenez une souris, par exemple, vous rouvrez la plasticité chez la souris dans le cortex auditif en lui faisant écouter du Beethoven, ou autre chose. Elle apprend à aimer la musique que vous lui avez fait entendre. Ensuite, vous la mettez dans ce qu'on appelle un open field. Les souris ont horreur d'être au centre d'un open field. Dans la trouille, ils se mettent toujours dans un coin. Et vous mettez de la musique dans un des quatre coins, et vos souris vont se précipiter vers le coin où il y a de la musique. La musique qu'elle aura entendue pendant la période de plasticité que vous aurez réouverte en supprimant l'arrivée de cette protéine, par exemple, dans les cellules. Donc on peut modifier, on peut manipuler d'une certaine façon les préférences musicales, mais pratiquement toutes les préférences d'une souris. Alors vous me direz, et Sapiens, bien sûr, Sapiens c'est le plus important. Sapiens c'est nous. Voilà. Il y a une région qui est assez intéressante sur le plan de la plasticité, c'est le cortex préfrontal.
c'est ce qui nous distingue essentiellement par la taille des chimpanzés, d'accord? Parce que ce n'est pas seulement qu'on a 900 cm3 de plus, j'allais dire de trop, de plus, c'est qu'on ne les a pas mis n'importe où. Hein, on les a mis essentiellement à l'avant, dans les régions qui sont importantes sur le plan cognitif et sur le plan aussi interaction sociale. Et dans ces régions très antérieures, le cortex préfrontal en particulier, dorsolatéral plus précisément, vous voyez que l'inhibition commence vers l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que c'est une période critique extraordinairement tardive. L'excitation diminue, l'inhibition augmente, et donc que la balance entre excitation et inhibition, qui est tellement importante pour la plasticité, elle se trouve entre 15 et 22, 23 ans. Et ce sont les périodes pendant lesquelles, comme vous le savez, se déclenchent énormément de maladies psychiatriques et qui correspondent à une période critique très importante, c'est le moment où les hormones arrivent. Hein. Vous vous rappelez, hein, le monde change, ça on peut le dire. Et le monde ne vous voit plus de la même façon non plus. Enfin, bon, je me souviens plus très bien, je suis plutôt dans la période inverse. Vous voyez, donc, mais pour cette période-là, il est nécessaire que le cerveau lui-même s'adapte. Hein, c'est exactement comme la vision binoculaire, c'est le même principe. Et si vous n'avez pas la plasticité nécessaire dans les régions du cortex préfrontal, alors vous allez avoir des difficultés pour vous adapter à ce monde qui change. Donc, ça, c'est trop compliqué. On n'est pas là pour s'embêter. J'ai combien de temps encore 3-4 minutes, ça va? Ça va, ça se suit facilement. Hein? Ouais. Bon. Alors, ces protéines, OTX2 particulièrement, qui va réguler la plasticité dans le plexus, qui vient de plexus choroïde, ces petits réservoirs qui flottent, mais qui fabriquent le liquide cérébrospinal, hein, qui est vraiment important. Ces protéines sont des facteurs de transcription. C'est très curieux, ce sont des facteurs de transcription qui se baladent de cellule à cellule. Donc ça, c'est le grand truc de mon labo, ça fait quand même 30 ans maintenant, donc, mais bon, ça nous amuse toujours. Donc il y en a pas mal de ces protéines, elles rentrent et elles sortent des cellules, et il y en a une et ça veut dire qu'en fait vous pouvez les utiliser comme médicaments. Ça peut être des protéines thérapeutiques. Parce que vous pouvez la prendre, et si vous l'injectez quelque part, elle va rentrer, elle va faire son boulot. On peut espérer. Donc ça, je vais vous montrer un exemple, parce que ça a à voir aussi avec le rajeunissement. Hein. Vous allez sortir de là totalement boosté. Hein. Donc là, par exemple, c'est un travail qu'on a fait dans le labo sur la maladie de Parkinson, avec tous les collègues. Hein, je ne cite pas tous, on perdrait trop de temps, puis ils s'en fichent. Alors là, c'est une de ces protéines. Et vous voyez, vous l'injectez dans le cerveau, tac, 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 elle rentre dans toutes les cellules neurales. C'est presque miraculeux. D'ailleurs, très longtemps, on ne m'a pas cru, pour rien vous cacher. Moi-même, j'avais des doutes aussi. Donc, ça, c'est un truc. Alors, la maladie de Parkinson, c'est quoi? C'est une maladie très handicapante, hein, où vous perdez des neurones dans cette région-là, qui est des neurones qui font de la dopamine. Vous voyez ici aussi un humain normal. Ils sont mélinisés, on appelle ça la substance noire, parce que c'est une région il y a des pigments. Et vous voyez que les neurones sont morts là, et quand ça meurt, vous avez des problèmes moteurs au départ et cognitifs à la fin. Et vous voyez que dans cette région, vous avez cette protéine, NGREL, qui est exprimée de façon absolument massive, autant que l'enzyme qui permet de synthétiser la dopamine, le neuromédiateur de ces neurones. Donc en fait, il y a une expression de cette protéine chez l'adulte qui est très forte. Alors, si vous retirez... Alors, chaque gène a 2 allèles. Parce qu'on a 2 chromosomes, un qui vient de papa, un qui vient de maman, d'accord? Il y a 2 allèles. Donc, ce gène, il est double, il y a 2 gènes, qui s'appellent NGREL1 et NGREL2, donc il y a 4 allèles. Donc, il y a 4 doses de cette protéine. Si vous retirez simplement une dose de la protéine dans cette région-là, par une petite manipulation génétique de base, vous perdez progressivement les neurones dopaminergiques, comme dans la maladie de Parkinson. Et vous avez des symptômes, chez la souris, hein, bien entendu, qui sont de type parkinsonien, c'est-à-dire vous avez une modification du comportement moteur,
et une mesure aussi du comportement moteur, dépression, anédonisme, pas d'interaction sociale, enfin tout ce qui accompagne vers la fin en particulier cette maladie terrible. Donc ce qu'ils ont fait dans mon labo, c'est de prendre la protéine, de l'injecter, pas encore chez les humains, on a fait ça chez des souris et chez des singes, et on bloque la dégénérescence des neurones. Et pourquoi est-ce que vous bloquez la dégénérescence des neurones? Parce que vous rajeunissez votre neurone. C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que, au fond, dans un noyau, vous avez une région qu'on appelle la E-chromatine et l'hétérochromatine. D'accord. L'hétérochromatine, c'est la chromatine qui est fermée, instable, stable. C'est-à-dire qu'en fait, on transcrit très peu de gènes à partir de l'hétérochromatine. Tous les gènes qu'il y a dans une cellule qui sont exprimés sont des gènes de ce qu'on appelle le chromatine, d'accord. Et quand on vieillit, pour des raisons qui ont à voir essentiellement avec le stress oxydatif continu qui se passe dans les neurones, mais aussi ailleurs, vous débobinez votre hétérochromatine. C'est-à-dire que la structure de l'hétérochromatine se défait et vous avez l'expression illégitime de gènes qui ne devraient pas être exprimés, mais qui commencent à être exprimés. Et ça, c'est pas bon. D'accord. Donc l'hétérochromatine, vous voyez, c'est les histones qui sont modifiés, c'est de l'ADN qui est méthylé, et à la fin, ce qui en résulte, ce que je disais, c'est une répression de la transcription dans l'hétérochromatine. Alors évidemment, si vous êtes un fibroblaste, ce n'est pas la même région qui est réprimée que vous êtes un neurone. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes gènes. Et si maintenant vous prenez votre souris dans laquelle vous avez les neurones qui meurent, il manque un allèle d'Engrel, que vous regardez les ARN qui sont synthétisés différemment entre la souris mutante et la souris sauvage, dans cette région spécifique que vous avez découpée au laser, c'est essentiellement des gènes de la cassure de l'ADN. Vous cassez votre ADN plus, rappelez-vous, vous cassez l'ADN tout le temps, vous vous rappelez, hein, je casse, je répare, je casse, je répare. Eh bien là, vous cassez, vous ne réparez pas. Et puis, vous avez des gènes du remodelage de la chromatine, c'est-à-dire des gènes qui sont impliqués dans l'hétérochromatine. Et donc, je ne vais pas vous donner des exemples, mais vous pouvez voir ici que, par exemple, ici, vous avez plus de cassures que chez le normal. Ici, votre nucléoline, elle est complètement fichue, c'est un marqueur aussi d'hétérochromatine dans votre nucléole. Ici, vous voyez qu'une des histones qui est méthylée, qui est très importante pour l'hétérochromatine, elle est perdue chez votre mutant, à chaque fois. Et là, vous pouvez vous amuser à faire un stress oxydatif. Paf! C'est-à-dire que vous injectez une molécule qui accélère incroyablement le vieillissement de votre cellule au niveau nucléaire. Et vous avez exactement les mêmes phénotypes. Donc, ce que mes collègues dans le labo ont fait, ils ont pris une souris, ils ont injecté un produit qui fait du stress oxydatif dans les neurones, et ils ont fait vieillir à toute vitesse, overnight. Et quand vous faites ça, vos cellules finissent par mourir, bien entendu, mais 30 minutes après, ils sont arrivés, ils ont injecté la protéine Engrel. Ils ont sauvé les cellules et surtout, ils les ont rajeunies. Tac, 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 tac. Vous voyez? Donc, vous pouvez arriver avec votre protéine derrière, vous rajeunissez votre cellule, et comme c'est épigénétique, c'est stable. C'est-à-dire que vous avez fait une marche arrière dans le vieillissement du neurone, enfin de ces neurones-là, d'accord? Ça veut dire quoi, en fait? Essentiellement, c'est lié au fait que votre protéine, eh bien, elle a inhibé ces fameux petits gars qui sautent partout et qui vous font des cassures. Voilà. Donc, en fait, la protéine joue à plusieurs niveaux. Je ne vais pas rentrer dans un cours de biologie. Vous pouvez venir à mes cours, hein, j'en fais tous les ans. C'est accessible. Vous voyez, hein? Bon, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Mais ces petits sauteurs, là, ces gènes sauteurs, sont réprimés par l'homéoprotéine Engrel, mais aussi par d'autres. Vous voyez ici que chez le hétérozygote, vous avez une surexpression du gène sauteur. Et comme vous avez une surexpression de gène sauteur et qu'ils font des cassures, eh bien, vous avez une augmentation des cassures. Donc là, c'est pour vous montrer que si j'inhibe les gènes sauteurs, d'une façon ou d'une autre, je bloque la mort cellulaire qui est bloquée, qui est induite par le stress oxydatif. Donc je reviens un tout petit peu au départ, d'une certaine façon. Hein. J'ai normalement, si vous voulez, l'expression de ces gènes. En fait, ils sont exprimés à bas bruit dans les neurones.
et ils font des cassures. Et les cassures, c'est nécessaire. Hein. Je pense, je casse. Je bouge, je casse. Je fais rien, je casse. Mais cette cassure permet l'expression génétique de gènes qui sont longs, parce qu'elle permet le débobinage un peu de la chromatine. Et donc, ils sont extraordinairement importants. Je casse et je répare, bien entendu. DNA repair. Je casse, je répare. Mais si je vieillis, et jusqu'à preuve du contraire, nous vieillissons tous, alors, petit à petit, j'ai une plus forte expression de ces éléments sauteurs. Au-dessus d'un seuil qui m'interdit une réparation correcte, c'est-à-dire que je ne répare plus complètement, et c'est la bascule dans le néant au bout d'un certain temps. Je vous laisse avec cette vision très optimiste. Voilà.